Au début des années 70, le monde de l'automobile de luxe est un club très fermé, dominé par une seule et même nation, l'Allemagne. Les Mercedes-Benz classe S et les BMW série 7 sont les reines incontestées de l'autobahn, les symboles ultimes du statut social, de la qualité de fabrication et de la performance. Elles sont la référence, l'étalon or face auquel toutes les autres voitures sont jugées. Elles semblent invincibles, une forteresse de rigueur et d'ingénierie germanique. Et puis, en 1974, au Salon de l'Automobile de Paris, une voiture venue d'ailleurs vient jeter un pavé dans la mare. Une voiture qui ne ressemble à rien de ce que produisent les Allemands. Elle est basse, longue, extraordinairement aérodynamique, avec une silhouette de goutte d'eau qui semble avoir été conçue pour l'air spatial. Dans son intérieur est un manifeste futuriste, avec un tableau de bord qui ressemble plus à un cockpit de vaisseau spatial qu'à une planche de bord automobile. Et surtout, quand elle ne roule pas. Elle flotte, elle glisse, elle survole la route, offrant un niveau de confort que même les limousines les plus chères du monde ne peuvent égaler. Cette voiture, c'est la Citroën CX. Pendant plusieurs années, elle va accomplir l'impensable. Elle va être élue voiture de l'année en Europe, battant ses rivales allemandes. Elle va être saluée par la presse internationale comme la meilleure routière du monde, la machine la plus confortable, jamais créée pour avaler des kilomètres. Elle va séduire les chefs d'État, les industriels, les artistes. Pour un court et magique instant, la Citroën CX va non seulement rivaliser avec le luxe allemand, mais elle va l'humilier sur son propre terrain, celui du confort, de l'innovation et de la tenue de route à haute vitesse. Et pourtant, cette histoire de triomphe va se terminer en tragédie. La même voiture qui a atteint les sommets va être rattrapée par des problèmes de qualité désastreux, par un manque cruel d'évolution et par des choix stratégiques qui vont la laisser vieillir prématurément. Elle finira sa carrière comme une gloire fanée, une icône d'un futur qui n'a jamais vraiment eu lieu. Comment Citroën a-t-il pu créer une voiture si géniale et si imparfaite à la fois ? Comment la CX a-t-elle pu dominer le monde avant de tout perdre ? L'histoire de la Citroën CX est celle du dernier grand feu d'artifice de la créativité Citroën avant que la logique industrielle ne reprenne ses droits. Et c'est l'histoire d'un chef-d'œuvre visionnaire et de la chute douloureuse qui suit souvent les plus grands rêves. Pour comprendre la naissance de la CX, il faut comprendre le fardeau qu'elle portait sur ses épaules. Elle devait succéder à une légende, à une déesse, à l'une des voitures les plus importantes du XXe siècle, la Citroën DS. Remplacer la DS était une mission quasi impossible. Comment faire mieux que la perfection ? Comment être plus futuriste que le futur ? Pendant des années, le bureau d'études de Citroën, dirigé par le brillant Robert Opron, qui avait succédé à Flaminio Bertoni, va travailler dans l'ombre sur le projet L. L'équipe d'Opron ne cherche pas à faire une rupture totale comme la DS l'avait été en son temps. L'idée est plutôt de prendre la DN de l'ADS, la traction avant, la suspension hydropneumatique et l'aérodynamisme, et de le porter à un nouveau niveau de modernité et d'efficacité pour les années 70. Le premier champ de bataille, c'est le style. Opron et son équipe vont sculpter une carrosserie d'une pureté et d'une fluidité exceptionnelles. La CX est encore plus basse, plus longue, plus effilée que la DS. Son nom lui-même, CX, est le symbole mathématique du coefficient de traînée aérodynamique. Ce n'est pas un nom, c'est une déclaration d'intention. La ligne est une arche parfaite, un monovolume bicorps avant l'heure, avec une immense lunette arrière concave et un arrière fastback qui se termine brusquement. C'est un design d'une audace folle, qui aujourd'hui encore semble incroyablement moderne. L'intérieur est une autre révolution. Citroën jette aux orties des décennies de tradition automobile. C'est adieu le volant rond et la planche de bord plate. Opron et son designer Michel Armand créent un poste de pilotage futuriste, organisé autour d'une lunule qui regroupe toutes les commandes. Le volant est monobranche, une signature de la maison. Les commodos traditionnels pour les phares et les essuie-glaces sont remplacés par des satellites, des commandes à bascule accessibles du bout des doigts
sans jamais lâcher le volant. Les compteurs ne sont pas à aiguilles, mais des tambours rotatifs qui affichent les chiffres derrière une loupe, comme sur un pèse-personne. C'est déroutant, étrange, mais incroyablement ergonomique. Le conducteur n'a plus besoin de quitter la route des yeux. C'est une vision de l'ergonomie directement inspirée de l'aéronautique et des études de sécurité. Et bien sûr, il y a la pièce maîtresse, l'âme de toute grande Citroën, la suspension hydropneumatique. La CX hérite du système de la DS, mais en le perfectionnant. Le résultat est un confort que la presse de l'époque qualifie de magique, surnaturel. La CX ne filtre pas les imperfections de la route, elle les efface. Sur autoroute, elle offre une stabilité et un silence de fonctionnement qui la place dans une catégorie à part. Les journalistes allemands eux-mêmes, habitués à leur berline rigoureuse, sont contraints de l'admettre. En matière de confort et de tenue de route à haute vitesse, la française est tout simplement intouchable. C'est sur ce point précis qu'elle humilie le luxe germanique. Une Mercedes peut être plus puissante, une BMW plus sportive, mais aucune ne peut vous transporter sur 1000 km avec une telle sensation de sérénité et de détente. Le dernier atout de la CX, c'est son architecture. Contrairement aux grandes berlines allemandes qui sont des propulsions, la CX est une traction avant avec un moteur placé en position transversale. C'est une première mondiale pour une voiture de cette catégorie. Cette disposition permet un gain de place spectaculaire. À l'intérieur, l'habitabilité est immense, surtout à l'arrière, où l'espace pour les jambes est digne d'une limousine, alors que la voiture est extérieurement plus courte qu'une Mercedes équivalente. Présentée en août 1974, la Citroën CX est un triomphe. L'accueil de la presse est dithyrambique. En 1975, elle reçoit la récompense suprême. Elle est élue voiture de l'année en Europe devant la Volkswagen Golf. C'est la consécration. Citroën semble avoir réussi l'impossible, donner une héritière digne de ce nom à la DS. Si vous êtes fasciné par ces histoires de duels technologiques entre les plus grands constructeurs du monde, n'hésitez pas à vous abonner. Nous plongeons dans ces récits épiques chaque semaine. Revenons à notre championne française au moment où les premières fissures commencent à apparaître. Le lancement de la CX se fait dans le pire contexte imaginable. Quelques mois plus tôt, en 1973, le premier choc pétrolier a éclaté, plongeant le monde dans une crise économique et énergétique sans précédent. Le marché des grosses voitures gourmandes en carburant s'effondre. De plus, Citroën, au même moment, est en pleine tourmente financière. Le rachat désastreux de Maserati et les investissements colossaux dans le moteur rotatif, qui sera un échec total, et 15 ans sans véritable modèle de milieu de gamme ont mis l'entreprise au bord de la faillite. En 1974, l'année même du lancement de la CX, Citroën est racheté par son éternel rival, Peugeot, pour former le groupe PSA. La CX est donc le dernier projet de l'ère du grand Citroën, l'ère de l'innovation sans limite. Mais elle naît sous le signe de l'économie forcée. Et c'est là que les problèmes commencent. Le premier et le plus grand drame de la CX, c'est l'absence de moteurs à la hauteur de son châssis exceptionnel. Citroën n'a pas les moyens de développer un nouveau moteur 6 cylindres moderne qui lui aurait permis de rivaliser en performance avec les BMW et les Mercedes. La CX est donc lancée avec les vieux moteurs 4 cylindres hérités de la DS. Ce sont de bons moteurs, robustes, mais ils sont dépassés, manquent de puissance et de noblesse pour une voiture de ce standing. Pendant des années, la CX sera une voiture au potentiel immense, mais frustrante, un châssis de Formule 1 avec un moteur de berline familiale. Le deuxième problème, qui va durablement ternir sa réputation, c'est sa qualité de fabrication catastrophique au lancement. Née dans la douleur de la fusion avec Peugeot, la CX est lancée trop vite, sans être totalement au point. Les premières années de production sont un cauchemar pour les clients. La voiture souffre d'une corrosion galopante, de problèmes électriques incessants, d'une finition intérieure indigne de son prix. Les plastiques se déforment, les accessoires tombent en panne. Le fameux tableau de bord futuriste est un nid
à Rossignol et à panne. À l'hydraulique, bien que fiabilisé par rapport à la DS, demande toujours un entretien rigoureux. Pour une clientèle habituée à la qualité de fabrication irréprochable des Allemandes, le choc est rude. La CX gagne une réputation de voiture aussi brillante qu'elle est peu fiable, un chef-d'œuvre fragile. Malgré ses défauts de jeunesse, la CX a ses fidèles, ceux qui lui pardonnent tout pour son confort et son style unique. Et Citroën va, lentement, corriger le tir et enrichir la gamme. Une version Break, immense et pratique, est lancée, ainsi qu'une version Prestige à l'empattement allongé, qui deviendra la voiture officielle de l'Élysée sous les présidences de Valéry Giscard d'Estaing et de François Mitterrand. Le salut, du moins en termes de performance, arrive enfin à la fin des années 70 et au début des années 80, avec l'arrivée du moteur diesel, puis du turbodiesel. Le moteur 2,5 litres turbodiesel de la CX, avec ses 95 chevaux, fait d'elle la berline diesel la plus rapide du monde. Elle devient la reine des autoroutes, la voiture préférée des gros rouleurs, des VRP, des chefs d'entreprise qui veulent traverser la France à 160 km/h dans un confort absolu et avec une consommation raisonnable. C'est à cette époque que la CX trouve sa véritable vocation. Puis, en 1984, arrive enfin la version que tout le monde attendait depuis 10 ans. La CX-25 GTI Turbo. Grâce à l'ajout d'un turbocompresseur, le vieux moteur 4 cylindres essence développe enfin une puissance respectable de 168 chevaux. La CX peut enfin dépasser les 220 km/h. Elle devient une véritable machine à la haute performance, capable de rivaliser avec les berlines sportives allemandes. Avec son châssis exceptionnel et son nouveau moteur, la GTI Turbo est une arme absolue sur autoroute. Mais il est trop tard. Pendant les 10 années qu'il a fallu à Citroën pour donner à la CX les moteurs qu'elle méritait, le monde a changé. Les Allemands n'ont pas attendu. Mercedes et BMW ont lancé de nouvelles générations de leurs berlines, encore plus performantes, mieux construites et désormais équipées de technologies comme l'ABS ou les airbags que la CX, dont la conception commence à dater, ne peut pas intégrer facilement. Et c'est là qu'intervient la deuxième tragédie de la CX, le manque d'évolution. Sous la tutelle de Peugeot, la culture de l'innovation radicale de Citroën est mise en sourdine. Et la logique est désormais à la rationalisation et à la rentabilité. La CX, qui aurait dû être profondément modernisée au début des années 80, ne reçoit qu'un léger restylage en 1985. On remplace les pare-chocs en inox par des boucliers en plastique, on modernise un peu l'intérieur, mais la structure, la silhouette, la philosophie restent les mêmes. La voiture qu'était Tafasir, qui était une vision du futur en 1974, commence à ressembler à une relique des années 70 à la fin des années 80. Elle est dépassée. Les ventes s'effondrent. La production de la berline s'arrête en 1989, remplacée par la XM, une autre voiture géniale et complexe qui connaîtra, elle aussi, une carrière difficile. Le Break, lui, survivra jusqu'en 1991, toujours apprécié pour son volume de chargement record. La dernière grande Citroën de l'ère pré-PS a s'éteint après 17 ans d'une carrière en dents de scie, laissant derrière elle un sentiment de potentiel immense, mais en partie gâché. Alors, comment la CX a-t-elle pu humilier le luxe allemand avant de tout perdre? Elle l'a fait grâce à un coup de génie conceptuel en proposant une vision radicalement différente du luxe automobile. Un luxe non pas basé sur la puissance brute ou la qualité perçue, mais sur l'intelligence de la conception, le confort absolu et l'efficacité aérodynamique. Pendant un temps, cette vision était si puissante, si en avance, qu'elle a fait paraître la concurrence allemande comme conservatrice et pataude. Mais elle a tout perdu parce que ce coup de génie n'a pas été soutenu dans la durée. Et elle a été trahie par une mise au point bâclée et une qualité de fabrication initiale désastreuse qui ont ruiné sa réputation. Elle a été handicapée par des motorisations indignes de son châssis pendant la plus grande partie de sa carrière. Et enfin,
Elle a cela été abandonnée par sa propre maison mère, qui n'a pas voulu ou pas pu investir suffisamment pour la maintenir au niveau d'une concurrence qui, elle, ne s'est jamais reposée sur ses lauriers. L'histoire de la Citroën CX est une tragédie douce amère. C'est le souvenir d'une époque où Citroën osait tout, où une voiture française pouvait être, sans l'ombre d'un doute, la meilleure voiture du monde. Aujourd'hui, les CX survivantes sont des objets de culte, collectionnés par des passionnés qui ont pardonné ses défauts et qui chérissent ses qualités uniques. Conduire une CX aujourd'hui, et c'est faire l'expérience d'un confort et d'une sérénité que même des voitures modernes peinent à égaler. C'est un voyage dans un futur qui a gardé le goût délicieusement nostalgique des années 70. C'est le dernier grand vaisseau d'une flotte de génie, avant que la tempête de la rationalisation ne l'emporte.